Retenez que dans cette école créée par M. Afanou, togolais bien entendu, on met tout en œuvre pour rendre l'école en harmonie avec les besoins des élèves. Suivez un avant-goût de ce que les élèves apprennent dans cette école innovante. Un décollage d'hélicoptère, c'est quelque chose qui est relativement très simple en fait. Donc il n'y a que ces pales, vous avez 4 pales ici dans leur aspiration en fait, crée une dépression et donc il fait qu'à un moment donné, l'appareil est obligé en fait de quitter le sol. Je prends l'exemple de Yuri Alexeyevich Gagarin, le fameux cosmonaute russe que tout le monde connaît en fait. Yuri Gagarin avait décidé à 9 ans de devenir pilote d'avion. 9 ans parce que son maître de CM2 montait des maquettes d'hélicoptères devant lui. L'enfant de 9 ans était hébété et il a choisi de devenir pilote d'avion. Tout le monde connaît sa carrière. Il était devenu mécanicien d'avion, pilote d'avion et cosmonaute russe en fait. Donc vous devez mettre les élèves devant la réalisation très tôt en fait. Il ne faut pas rester dans l'imagination, mais il faut qu'ils voient, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils matérialisent. En fait. C'est ça qui permet à l'élève d'avoir une intuition, d'avoir une innovation, d'avoir un rêve et de se projeter dans l'avenir. Mettre à la disposition des élèves et des enseignants le matériel pédagogique dont ils ont besoin pour toucher, pour manipuler, pour faire des montages, fabriquer ce dont on a besoin, eh bien, c'est le principe de cette école des sciences et technologies. Monsieur Afanou de OPEM nous explique pourquoi les élèves sont quelquefois ennuyés à l'école et même à la maison. Quand on rentre dans OPEM, ce qu'on trouve, c'est ce laboratoire. C'est cet environnement d'enseignement des sciences. On n'enseigne pas des sciences entre 4 murs, des élèves, un enseignant et un tableau noir. Vous voyez l'environnement dans lequel nous sommes. La science doit être ramenée à l'évidence, c'est-à-dire le matériel scientifique doit être à portée de main. Pour que quand je parle, j'explique un cours et que l'enfant ne comprend pas, je prends le matériel et je fais les démonstrations directement. Le cours de science que vous prenez un tout petit peu en France, en Belgique, aux États-Unis ou ailleurs en Chine, les cours de science se donnent dans un laboratoire. On ne donne pas un cours de science dans 4 murs en fait. Donc vous voyez l'environnement dans lequel nous donnons le cours et c'est très important. C'est très important. Il faut avoir le matériel, tout ce qui est important pour la transformation des principes physico-mathématiques en réalité. Il faut l'avoir à portée de main dans la salle de classe, dans le laboratoire. Parce que si vous l'avez loin, bon, on reporte toujours, on reporte et donc l'enfant ne comprend pas. Ce que l'enfant n'a pas compris, il faut lui montrer ça concrètement. Il faut qu'il manipule. Et ça, un cours de science se donne dans le laboratoire. Et les profs n'hésitent pas en fait à switcher de la théorie vers la pratique et à ramener les élèves eux-mêmes en groupe à commencer à manipuler. On est ici dans les sciences et on ne veut pas rester dans un enseignement cyclique ou dans un enseignement superficiel de la science. Mais on est en profondeur de l'enseignement scientifique. L'enfant doit comprendre, il doit comprendre jusqu'au rudiment en fait, de la science. Le but, ce n'est pas de comprendre, mais c'est de pouvoir utiliser le savoir pour améliorer, pour changer, pour développer, pour créer en fait. Et ça, ce n'est que dans un enseignement pratique. English people say learning by doing. Ce n'est que l'apprentissage en manipulant, en réalisant, en fabriquant, qui permet en fait à l'enfant d'intégrer des compétences réelles scientifiques. À OPEM, l'école des sciences et technologies, une fille en classe de 6e a pu monter un circuit électrique, alors que dans la plupart de nos écoles, eh bien, tout est dessiné sur les tableaux. Et donc, nous allons suivre ce que cette fille-là a présenté. Je vais vous parler du montage de 2 ampoules en série. Montage. On utilise ce montage pour faire les guirlandes. Pour faire le montage, j'ai besoin du générateur qui a 2 bornes, la borne positive et la borne négative. J'ai besoin des 2 lampes que je vais placer en série. J'ai besoin des fils conducteurs et des pinces crocodiles. J'ai besoin d'interrupteurs. Maintenant, je vais faire le schéma de 2 ampoules en série. Après, je dessine la première lampe. Après, la deuxième lampe.
Voilà le circuit de 2 ampoules en série. Je vais faire le sens du courant. Si je ferme l'interrupteur, le courant sort de la borne positive du générateur et va à l'interrupteur. Après ça, quitte l'interrupteur et va à la première lampe. Après ça, sort de la première lampe et va à la deuxième lampe. À la sortie de la deuxième lampe, ça retourne au générateur de la borne négative. Maintenant, je vais passer à la pratique. Je quitte la première lampe, je vais à la deuxième lampe. Je vois que les lampes s'allument. Quand j'enlève une, l'autre s'éteint. Et c'est normal parce que si j'enlève une lampe, c'est comme si j'ai ouvert le circuit. Donc la deuxième lampe ne va pas s'allumer. Dans le concept de ramener la science à l'évidence, j'ai fabriqué ceci par exemple qui est un kit d'électrolyse de l'eau qui permet en fait de faire la synthèse, de décomposer de l'eau en oxygène et en hydrogène. Ce matériel, je suis désolé, mais on n'a pas besoin d'acheter ça à Paris ou à Bruxelles. Mais ceci doit être fabriqué partout en Afrique. Ceci doit pouvoir être fabriqué, ce n'est pas compliqué en fait. Les enseignants doivent pouvoir fabriquer ça et ramener en fait la science à l'évidence. Et donc ici, nous avons toute une série de réactifs chimiques, du sulfate de cuivre, des acides, des bases, des sels. Donc on a toute une série de produits ici que nous utilisons à la fois pour la formation des enseignants et pour le développement même des élèves. Je montre par exemple ce petit matériel par exemple qui a été fabriqué par des enseignants quand ils étaient venus en formation l'année passée. Avec ceci, vous pouvez faire facilement une dizaine de laboratoires. C'est des profs qui ont fabriqué ceci eux-mêmes. Donc résistance, série parallèle, mesure de résistance par des codes couleurs. Donc toutes les mesures qu'on peut faire sur une résistance en fait peut se faire ici. Combinaison des résistances, la loi d'Ohm, la loi de Pouillet, toute une série de laboratoires, une dizaine peut se faire rien qu'avec cette preuve. Et ce sont les profs même qui ont réalisé ça quand ils sont venus en fait en formation. C'est très important. Nous ne pouvons pas attendre que le matériel vienne de l'extérieur, mais nous devons fabriquer le matériel en fait nous-mêmes. Donc ici, vous avez une maquette en fait qui a été réalisée par des élèves. Okay, ce sont des élèves qui ont réalisé, les élèves de la 6e qui ont réalisé donc cette maquette, voilà, donc pour allumer des LED. Donc en 6e, hein, on est en 6e sciences et technologies. Donc ça c'est le premier projet qu'ils ont réalisé. Voilà, l'élève a cette fierté d'avoir produit du travail et c'est ça en fait qui est important dans le développement de la personne. Je suis capable de, c'est ce que nous devons chercher tout le temps. L'élève doit dire je suis capable de faire ça. Ça donne une gaieté, une satisfaction. Voilà. De passage, je peux vous dire que moi, je n'ai allumé mon premier LED qu'en première année d'université. Voilà. Donc, il y a des élèves de la 6e sciences et technologies qui allument une LED protégée par une résistance et qui connaissent le fonctionnement d'une LED. On ne va pas tracer la caractéristique d'une LED, hein, mais ils savent comment mettre en place une LED en série, en parallèle, dans un circuit. C'est très très important. Donc nous avons tous le matériel que nous avons, c'est du matériel qui vient soit de Bruxelles ou de Paris. Donc nous avons ici de la verrerie, nous avons des verres à pied, nous avons des thermomètres. Donc tout ce que nous faisons, les élèves le voient. Nous avons des ballons. Donc tout ceci se fait dans des laboratoires, suffisamment de verres. Nous avons également des tubes à essai. Vous avez ici, nous avons des béchères, que nous utilisons en pratique. Nous avons des tubes à essai et les agitateurs qui sont utilisés surtout par les profs quand ils sont venus quand ils viennent en formation. Certaines écoles viennent acheter du matériel chez nous. Donc voilà, les élèves sont en train de fabriquer une voiture.
Ok, donc voilà, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc une première voiture que les élèves sont en train de fabriquer. Et en 5e, nous allons motoriser cette voiture. Ok, on va mettre les moteurs dessus. Et le concept, c'est de pouvoir fabriquer. C'est de pouvoir fabriquer. Et ceci, c'est pas étonnant parce que si vous voyez des jeunes autour de vous de 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils ont l'habitude de fabriquer. Donc nous devons ramener ces capacités, cette ingéniosité des jeunes africains, des enfants africains à l'école et d'ajouter les formules, le dessin, le choix des matériaux, la modélisation et nous avons la fabrication. C'est ça la technologie africaine en fait, c'est ça que nous avons besoin. Comment M. Afanou est arrivé à créer la différence avec des méthodes d'enseignement des sciences au collège et au lycée? Pour le savoir, allons à la découverte de son parcours scolaire et professionnel, d'où est parti le déclic de créer cette école innovante. Il faut dire que j'ai fait une partie de mes études au Togo. J'ai eu un BEPC, j'ai eu un bac E à Dido-Gomé et j'ai commencé un parcours physique-chimie à l'Université du Bénin. Et le système d'éducation me posait des problèmes en fait par rapport à l'éducation que j'ai eue pendant 3 ans au lycée technique. Donc l'enseignement que j'ai commencé à faire sur le campus n'était pas je dirais, en harmonie avec ce que j'ai fait au lycée. Ce qui fait que je suis parti à Bruxelles où j'ai préparé diplôme d'ingénieur en électromécanique et puis j'ai fait par la suite une agrégation en sciences de l'éducation. Donc voilà en gros mon parcours. Donc je suis ingénieur en électromécanique, ingénieur concepteur et puis j'ai une agrégation en sciences de l'éducation et depuis 13 ans je fais de la recherche sur l'école et le développement et je fais de l'expertise pour l'UNESCO et pour l'Union africaine en matière de qualité d'enseignement des sciences en Afrique. Selon notre invité, notre système éducatif ne nous permet pas d'orienter notre pensée vers nos besoins. Et il a été clair, il a porté un regard critique et analytique sur nos programmes, sur les méthodes d'enseignement et il est arrivé à la conclusion que si nous continuons d'enseigner de la même manière, dans les mêmes conditions, on aura les mêmes résultats. Eh bien, si nous voulons être aussi innovants que les Américains, aussi innovants que les Asiatiques et quelques Européens, eh bien, nous devons changer notre méthode d'enseignement. Monsieur Afanou nous explique réellement ce qu'il veut dire par là. OPEM, il faut savoir que c'est le résultat de 17 années de recherche. Je ne suis pas levé un matin pour créer une école, mais c'est 17 années que j'ai mis à revisiter les écoles, à reçuivre des cours, à analyser en fait ce qui a conduit les pays européens en fait jusqu'à la révolution industrielle. Et ce qui fait que l'Afrique est dans cette situation. Ça, c'est une question en fait qui me frappe. Si vous voyez tous les 5 continents, l'Afrique est le continent le moins développé et qui n'est pas prêt d'être développé demain. Donc, quelle est la cause? On a tellement de minerais, mais nous avons le taux de chômage très élevé et donc l'analyse que j'ai faite pendant 17 ans, c'est que notre système éducatif ne nous permet pas d'orienter notre pensée vers les besoins de notre population. C'est ça en fait l'objectif fondamental de l'école. L'école, c'est un outil de recherche de solutions des problèmes que nous rencontrons. On ne va pas à l'école pour trouver du travail. Trouver du travail, ce n'est qu'un problème. Ce n'est qu'un seul problème. Mais on va à l'école pour se donner des compétences, pour se développer et pour trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre dans la société. Et si l'école n'est pas taillée pour vous donner ces compétences, et donc là on est dans la situation que nous vivons actuellement avec l'Afrique. Regardez un peu autour de vous notre mode de vie en fait. Regardez, prenez un maçon. Regardez comment est-ce qu'un maçon s'efforce pour pouvoir transformer 10 paquets de ciment en briques à longueur de journée en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le faire plus simplement? Ça fait des années que le maçon fait ses briques de la même façon en fait. Mais on ne sait pas. On ne s'est jamais posé la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon que le maçon travaille et qu'au lieu de 10 paquets par jour, qu'il fasse 1 tonne ou 2 tonnes par jour? Regardez le menuisier autour de vous, un menuisier qui s'active en fait à réaliser une garde-robe gigantesque en fait, presque en une pièce, et qu'on a du mal à ramener dans la chambre à coucher, et surtout si ces chambres à coucher se trouvent à l'étage en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de réfléchir pour faire ces garde-robes en pièces détachées et les ramener en haut et les assembler? Regardez autour de vous, l'outil que nous utilisons le plus pour cultiver le sol, c'est la houe.
Cet outil date de plus de 200 ans, ça a été inventé par les Égyptiens. Plus de 70% des populations africaines sont actives dans l'agriculture. Est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un autre outil plus simple et qui facilitera moins le corps humain et qui va augmenter la surface cultivable? Ça, ce ne sont que des questions interminables. Notre mode de vie n'est pas automatisé. Pour que notre mode de vie soit automatisé, il faut que l'école permette en fait un retour de l'esprit sur ses besoins, un retour de la pensée sur ses besoins quotidiens. Et c'est ça qui a créé la différence au niveau de l'école européenne, l'école américaine et puis l'école chinoise. Et en Afrique, on n'a pas ça. Donc ce qui fait que j'ai mis en place cette structure qui est donc un centre de développement des sciences par excellence où on ramène ici la science à l'évidence et on implémente le savoir pour que les jeunes qui sortiront d'ici, ils ne vont pas chercher du travail mais ils vont créer du travail. Ici, on est dans un processus de création d'emplois. Comme il a si bien dit, eh bien, nous devons être capables de produire ce dont nous avons besoin. Dans son école, il a démontré un dispositif de chemin de fer où tout est mécanisé et automatisé. Le troisième projet ici, c'est une signalisation barrière. Vous avez plusieurs endroits dans ce pays où on a des chemins de fer qui traversent les voies, les routes en fait, et il faut mettre en place un système automatique pour que quand le train arrive, par exemple, à partir de 5 km ou peut-être même 10 km, il y a une barrière qui coupe la voie et empêche que les voitures ne traversent pas quand le train passe. Donc ici, vous avez une signalisation alternative en fait qui vous signale, en fait qui vous dit de faire attention, il y a un chemin de fer devant et quand le train arrive à un niveau, à un moment donné, donc je démarre ce moteur qui va donc abaisser une barrière pour pouvoir empêcher les voitures de circuler. Donc voilà, c'est un ensemble complet. Ces signalisations, nous devons pouvoir les mettre partout où il y a des chemins de fer qui traversent en fait les voies routières en fait. Et c'est très important parce que ceci doit se faire chez nous, par nous-mêmes. Parce que si vous allez de solliciter une entreprise chinoise, française ou américaine, jamais, il n'y a rien contre ceux-là, mais je dis le Togo d'abord pour moi. Donc, si vous sollicitez les entreprises étrangères pour venir vous installer ceci, mais quand ça tombe en panne, vous êtes obligé de les appeler. Et donc, nous restons dans cette dépendance qui n'est pas une création du savoir, qui n'est pas une appropriation de technologie. Nous devons approprier nos technologies. Nous devons créer en fait notre besoin. Et quand ça tombe en panne, nous sommes en mesure, nous avons ici des techniciens capables de pouvoir le réparer. Et c'est ça. Donc ceci, c'est un programme Arduino que nous injectons dans une carte et avec un transistor, nous faisons démarrer donc un moteur et il suffit donc d'un bras pour pouvoir fermer une route et libérer la route à partir du moment où le train est passé en fait. Avec des capteurs, nous avons une installation complètement opérationnelle. Ici, dans le laboratoire, nous allons voir certains projets concrets que les élèves réalisent ici. Ici, vous avez un feu tricolore. Un feu tricolore qui est piloté par une carte Arduino en fait. Donc ce feu tricolore, c'est vrai que ce sont des LED que nous allumons d'une façon alternative pour en faire des feux tricolores, mais nous sortons ici avec un signal et que nous envoyons sur un relais et nous allumons une ampoule de 220 volts, typiquement comme ce que les feux tricolores que vous voyez en circulation. La certification OPEM dont je parlais précédemment, les élèves qui sortiront chez nous en 3e doivent pouvoir réaliser ceci, pas à titre maquette, mais doivent pouvoir installer un feu tricolore et qui doit fonctionner convenablement. Et tous les 6 mois, ils passeront faire le checking, les mesures de résistance, de dispersion, donc les mesures électriques, les mesures d'isolement et s'assurer que le matériel fonctionne convenablement. Vous devez savoir que c'est ça le fondement du développement et c'est ça l'éducation civique. Parce que si vous-même vous installez un feu tricolore à un carrefour et quand vous prenez votre moto ou votre voiture et quand vous arrivez à ce feu tricolore et quand le feu passe au rouge, vous vous arrêtez. Parce que c'est vous qui l'avez mis en place. Vous savez pourquoi vous l'avez mis en place. Aujourd'hui, quand je circule à Lomé, je ne sais pas comment rouler parce que quand le feu passe au rouge, quand je m'arrête, des gens me dépassent. C'est parce qu'il leur semble que c'était une imposition en fait. Alors que le développement est endogène. En 3e, ils réalisent un feu tricolore complet. Pour allumer une ampoule, c'est quelque chose qu'on peut montrer dans toutes les écoles. Dans les écoles, dans les collèges, dans tout ce pays, on doit pouvoir allumer une ampoule. Mais on dit qu'on n'a pas de socket. On n'a pas de socket, voilà ce que nous avons fabriqué.
nous avons fabriqué 2 sockets que nous utilisons pour pouvoir allumer une ampoule. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller acheter du socket. Le concept OPEM, c'est que nous n'achetons que ce que nous ne pouvons pas fabriquer, du moins pour l'instant. Tout ce que nous pouvons fabriquer, nous le fabriquons. La verrerie, par exemple, pour l'instant, nous ne le fabriquons pas, donc nous l'achetons. Mais tout ce que nous pouvons fabriquer, quand je vois le principe, je dis, mais est-ce que je peux pas faire ça? Donc avec ça, est-ce que vous allez me dire qu'au Togo, on ne peut pas fabriquer ça? Ceci doit se retrouver dans chaque école. Et donc, on doit pouvoir monter des ampoules en série, en parallèle. Voilà, c'est des choses que nous avons fabriquées ici, le montage des moteurs également. Donc, nous avons des résistances, nous utilisons souvent des plaques photovoltaïques que les élèves utilisent. Voilà, nous avons nous avons même des loupes et nous avons des multimètres. La mesure est très importante. Donc, ces élèves de 6e apprennent déjà à mesurer. Et vous avez des bobines qui sont les fondements de l'électromécanisme. Vous avez un interrupteur que j'ai fabriqué moi-même, pour que les élèves voient ce qu'il y a à l'intérieur. On appuie sur le bouton, ça ferme, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est comme ça? Ce n'est rien. Et ça, je peux le fabriquer partout. Donc, ils le voient, Donc, c'est quelque chose que j'ai fabriqué pour... Je ne veux pas que les élèves imaginent trop, mais il faut que la science doit être évidente, doit être concrète. Et c'est à partir de ce moment que, quand ils voient ça, ils disent, ah ouais, ça, monsieur, il l'a fait en aluminium, moi, je veux le faire en cuivre, moi, je veux le faire en fer, moi, je veux le faire... Donc, c'est ça, en fait. Donc, vous fermez un circuit, donc c'est ça, c'est ce que vous faites, en fait. Voilà, c'est très important. La poussée d'Archimède, c'est un concept, en fait, qu'on explique beaucoup, mais que les élèves ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, le principe est très simple. Donc nous remplissons ce réservoir de l'eau jusqu'à ce que l'eau commence à déborder ici et nous mettons n'importe quelle masse, donc une masse que nous accrochons au dynamomètre. Vous savez le dynamomètre, hein, entre la différence entre la mesure du poids et de la masse. Hein. Ici on mesure le poids, la balance nous permet de mesurer la masse. Donc on accroche le dynamomètre et le poids en descendant dans de l'eau chasse donc une quantité de liquide. Et cette quantité de liquide nous le recueillons ici, dans ce verre à pied. Et comme le verre à pied est gradué, nous connaissons le volume de l'eau qui est sorti ici. Une première chose, le volume que nous lisons ici, c'est le volume du poids immergé. Et la masse de l'eau que nous avons ici est égale à la force de la poussée d'Archimède qui s'exerce en fait sur le corps qui est immergé. C'est très simple. Donc, alors que si ça reste en fait dans l'imagination théorique, l'enfant ne sait pas, ne voit pas ce que vous appelez un dynamomètre. C'est quoi un dynamomètre? Comment ça se présente en fait? Et quand vous parlez de poids apparent et de poids réel, il ne voit pas ce que c'est. Alors que s'il mesure le poids à l'extérieur, vous lui dites que ça, ce que tu as à l'extérieur, en dehors de l'eau, c'est le poids réel. Il le ramène dans l'eau. Et la valeur que tu lis quand le corps est dans l'eau, c'est le poids apparent. Voilà la différence que nous avons. La science devient évidente. Voilà, la science doit rester évidente, comme elle est à l'évidence en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. La science doit être évidente en Afrique également. C'est ce que la Chine a fait pour devenir une puissance incontournable. Voilà, c'est l'enseignement qualitatif qui a conduit la Chine au développement. Ce n'est pas le développement qui a conduit la Chine en fait à un enseignement qualitatif des sciences. C'est pas ça. Quand vous voyez le classement de l'OCDE, le programme PISA, Programme of International Student Assessment, c'est un programme de l'OCDE qui permet de classifier les États en fonction de la qualité d'enseignement. Les pays qui occupent les 5 premières têtes, ce sont des pays asiatiques. Ce sont des pays asiatiques. Et ce n'est pas parce que il y a 15 ans, 10 ans, la Chine a mis en place un enseignement qualitatif des sciences, mais c'est parce que depuis plus de 50 ans, la Chine a mis en place un enseignement qualitatif des sciences qui a conduit à son développement. Et c'est ce développement en fait qui favorise encore l'enseignement qualitatif des sciences. Donc, les élèves dans cette école de sciences et technologies ont-ils un programme différent des autres? Notre invité nous éclaire là-dessus. Il y a une nuance parce que nous sommes partis du programme officiel d'enseignement classique en fait. Voilà. Les élèves ici, ils ont 3 heures d'histoire-géo, ils ont 5 heures de français, ils ont 5 heures de mathématiques, ils ont un cours de CM et voilà. Mais sur ces cours, nous avons greffé des cours de développement des compétences. Les élèves, ils ont 3 heures de laboratoire. Quand je parle de laboratoire, je ne parle pas d'un enseignant qui réalise des manipulations devant les élèves, mais ce sont des élèves qui, dans leur blouse, réalisent eux-mêmes des manipulations. Ça, c'est très important.
Les élèves, après 3 heures de cours de laboratoire, ils ont 2 heures d'informatique. Quand je parle d'informatique, je ne parle pas d'un prof qui copie des codes au tableau et que les élèves copient, mais ce sont des élèves qui développent des codes et qui créent des jeux eux-mêmes que vous allez voir par la suite. Ils ont 2 heures de technologie. 2 heures de technologie, ce sont des cours pratiques que les élèves réalisent en fait. Et ces cours, en fait, ces 7 heures de cours leur permettent en fait d'un côté de comprendre beaucoup plus facilement la théorie, parce qu'ils manipulent en fait. Ils réalisent toutes les expériences en fait en physique, en chimie, même en mathématiques, en SVT, qui a un élève de leur niveau dans une autre école ne ferait pas et qui ne lui permettra pas de bien comprendre le cours. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous fonctionnons ici avec la pédagogie de projet, c'est-à-dire dans tous les cours, que ce soit en histoire, en géographie, en sciences, les élèves sont appelés à réaliser des projets. Donc le cours n'est pas un cours saucissonné où on vient étudier pour avoir les points et réussir son année, mais on est dans le développement des compétences. Donc on assemble les savoirs pour pouvoir réaliser un projet en fait. C'est dans cela qu'on voit la capacité de l'élève en fait. À partir des petits projets, on a des moyens projets et on a des grands projets. Nous avons besoin de mettre en place des grands projets pour ce pays, pour l'Afrique. Mais si vous ne commencez pas à réaliser des petits projets, vous serez à l'université, on vous demandera un projet que vous n'arriverez pas à faire convenablement. Donc on est parti, comme je l'ai dit, d'un programme d'enseignement officiel dans lequel nous avons greffé donc un complément de développement des compétences et tout ça en harmonie en fait avec un agenda de service qui n'alourdit pas en fait le travail des élèves. Les élèves passeront 2 diplômes en 3e. Ils passeront un BEPC classique officiel, mais ils passeront ce que nous appelons la certification OPEM. La certification OPEM, c'est un projet qui est réalisé par l'élève et qui le défend devant un jury. Donc les parents seront là, il y aura un jury, l'élève réalise un projet réel en grandeur nature et il doit nous expliquer comment il a réalisé son projet, les calculs, les choix de matériaux, la programmation, le dessin. Et le programme doit vraiment fonctionner. Et c'est ça, en fait, qui donne une certification OPEM. Nous sommes orientés vers la réalisation. Au-delà de cela, les élèves, pour nous, qui arrivent en terminale, vont passer un BA, un baccalauréat africain, qui est un baccalauréat d'excellence, en fait. Nous voulons, ici, au Togo, en Afrique, créer les écoles que vous pouvez trouver, en fait, à Bard, à Oxford, un peu partout, à Paris, ailleurs. On peut développer ces compétences ici. Nous pouvons le faire. Nous devons ramener l'enseignement de qualité au centre du développement de la formation de la jeunesse. C'est à partir de là que nous allons éradiquer les taux de chômage, éradiquer le désir des jeunes à partir à l'extérieur pour refaire l'aventure. Tout est ici en fait dans nos pays. L'invité est remonté dans l'histoire pour démontrer que les grands savants tels que Lavoisier, Planck et autres enseignaient dans les laboratoires et leurs élèves étaient plus opérationnels. Eh bien, un exemple à suivre, nous dit notre invité. Regardez un tout petit peu la façon d'enseigner des grands savants comme Lavoisier, Planck, Laplace, Pierre, Marie Curie, Berthoud, James Watt. Mais tous ces savants ont enseigné des sciences dans le laboratoire et leur enseignement a conduit à la réalisation des projets. Ce sont tous des chimistes, ce sont des industriels, ce sont des fabricants en fait. Un professeur de sciences, c'est un fabricant. Vous ne pouvez pas coucher des cours littéraires sur le tableau et puis partir pour dire vous avez donné un cours de mathématiques, de physique, de chimie, ce n'est pas ça. Là, vous mettez les enfants en déroute. Qu'est-ce qui explique le taux élevé de chômage au Togo et dans plusieurs pays? Quelle est la part de l'éducation dans ce problème? Eh bien, notre invité a fait une analyse de la situation et nous dit clairement les vraies raisons qui font que eh bien, notre système éducatif à l'état actuel ne peut produire que des chômeurs. Retrouvons M. Afan. Vous aviez vraiment souligné que les enfants finissent de fréquenter, ils restent sur le dos des parents. Je prends les statistiques, les dernières statistiques de la Banque mondiale. La Banque mondiale dit que l'Afrique a besoin de 2,5 millions d'ingénieurs. Ça, c'est des statistiques de la Banque mondiale. À OPEM, on se dit, quelles sont les compétences qu'auront ces ingénieurs? Voilà. Est-ce que ce sont des ingénieurs classiques, comme ce qu'on connaît jusque-là, qui sortent des écoles classiques, ou ce sont des ingénieurs qui sont capables, évidemment, de créer de l'emploi? Ça, c'est une première question. La même étude dit que
plus de 30% des jeunes nantis d'un bac plus 3 sont au chômage. Et c'est ça, les élèves qui terminent les études et qui restent sous le dos de leurs parents. Donc en fait, le chômage ne frappe pas des gens qui n'ont pas été à l'école, mais des gens qui ont un bac plus 3 qui sont au chômage. Ça veut dire que l'école n'est pas adaptée avec le besoin de l'emploi. Voilà, ça c'est très important. C'est des domaines sur lesquels nous travaillons. Et donc ça, c'est difficile de mettre un enfant à l'école et qui sort une licence et puis après qui fait du zébidjan ou qui fait du porte-à-porte pour vendre du téléphone portable. Ça, on n'a pas besoin de sortir licence ou licencié ou master pour pouvoir faire cela. Donc c'est très important d'orienter les élèves en fait. Ce qui fait que OPEM en fait c'est une école entreprise. En dehors de l'enseignement qualitatif des sciences que nous prenons ici, de la 6e jusqu'au diplôme d'ingénieur, nous allons même ouvrir une école primaire où nous ferons l'éveil scientifique pour préparer le terrain immédiatement. OPEM a plusieurs services. Nous travaillons sur l'orientation scolaire. Nous aidons les élèves dans un processus technique pour leur permettre en fait de faire un choix de leur cursus scolaire. C'est très important. Pour finir, l'invité lance un appel aux décideurs pour orienter la plupart des élèves vers les matières scientifiques et donc vers les filières scientifiques. En ce qui concerne les décideurs, je pense que c'est l'État qui a obligation de formation de la population. Parce que pour développer, il faut la ressource humaine. Si vous n'avez pas la ressource humaine, vous ne pouvez pas développer. Et la ressource humaine, ce ne sont pas les hommes et les femmes qui peuplent un pays, mais c'est ce que ces hommes et femmes, ils ont dans leur tête, ils ont dans la pensée. C'est la matière grise en fait. La matière grise ne se forme nulle part ailleurs qu'à l'école. Ça, c'est très important. Donc, les décideurs, ce que je demande, c'est qu'ils s'inspirent en fait de ce que nous faisons parce que ce projet n'est pas un fruit du hasard, c'est 17 années de recherche et ça doit pouvoir servir. D'autres pays en utilisent fondamentalement et c'est dommage que le pays en fait où j'ai vu le jour ne puisse pas profiter suffisamment. Donc, voilà, je les appelle en fait à venir observer, à voir concrètement ce que nous faisons ici, afin de pouvoir l'étendre le plus que possible. Les jeunes Togolais et Africains sont très ingénieux, ils sont très talentueux. Il faut ramener le savoir à leur niveau. Il faut adapter le savoir par rapport aux besoins africains. Donc il faut faire en sorte que l'enseignement, ce que nous faisons ici, ne soit pas limité au niveau de Lomé, mais que ça puisse voir le jour pour que dans ce pays, nous puissions sortir des cadres capables en fait de rivaliser avec tout ce qu'on voit à la NASA, un peu partout. C'est ceux qui fabriquent. Et nous, il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est qu'ils ont su développer leur savoir, mais nous ne développons pas nos savoirs. C'est très important. C'est pas que nous n'avons pas le savoir, mais nous développons. Nous ne savons pas que c'est à partir du savoir qu'on doit pouvoir développer nos pays. En fait, c'est très important. Plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Si vous prenez, je dirais, de l'avance et que vous canalisez ces jeunes dans une bonne formation, dans une bonne éducation, vous créez de la ressource humaine, en fait, qui est la plus-value, qui permet, en fait, au pays de se développer. Donc, l'école est le fondement du développement et c'est très important pour que nous revoyions en fait notre méthode d'enseignement des sciences et que nous définissons à longue échéance en fait un avenir pour les jeunes.